Général Michel Yakovlev, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va parler dans un instant de l'utilisation potentielle d'une bombe sale dans ce conflit depuis dimanche. En tous les cas, c'est l'accusation du Kremlin qui vise Kiev qui dément formellement. On y reviendra, mais avant cela, arrêtons-nous sur la situation sur le terrain. Du côté de Kherson, notamment, on semble avoir une offensive de l'armée ukrainienne. Le commandement ukrainien qui annonce avoir repris 90 localités au total dans cette région au sud du pays. C'est un moment stratégique dans le conflit. Alors c'est peut-être un moment de bascule. Je pense que la chute de Kherson sera un peu le Stalingrad, enfin dans le mauvais sens, pour le président Poutine. Mais il faut reconnaître que depuis une dizaine de jours, les Russes ont fait preuve d'une certaine subtilité pour amortir le choc, si vous voulez. Ils ont évacué la population. Donc pour la population russe, je pense qu'aujourd'hui, Kherson est déjà passé par profits et pertes. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas trop des milliers de prisonniers que les Ukrainiens puissent parader, si vous voulez, eh bien, ils ont déjà perdu Kherson. Je pense qu'ils le savent. C'est symbolique, toutefois, ce territoire. On le rappelle, Kherson, c'est un des 4 territoires d'Ukraine dont Moscou a revendiqué l'annexion en septembre dernier. C'est très symbolique. Et les Ukrainiens ont besoin de reprendre la ville sans la détruire. Ils ont besoin de montrer que eux, quand ils libèrent ou qu'ils désoccupent, comme ils disent, leur pays, c'est pas à la russe avec des dégelés d'obus et la destruction de la ville. Donc ils ont besoin d'y aller en souplesse, comme on dit à l'armée, délicatement, vous voyez, pour faire lâcher prise. Est-ce qu'il faut s'attendre à des réactions de la part des troupes russes, des frappes, la constitution d'une sorte de forteresse autour de cette ville? Alors, le problème d'une forteresse, c'est que si une forteresse assiégée finit toujours par tomber. Et Kherson est de fait assiégée. Là, il y a des bateaux qui traversent, donc ça permet de sortir les gens, mais pas les quantités de munitions qu'il faudrait pour tenir un long siège. Donc, ce que les Russes ont engagé de l'autre côté du Dniepr est en gros assiégé et sera perdu sans doute. On voit aussi des avancées du côté ukrainien sur les régions de Donetsk et de Lugansk. Là aussi, ce sont des territoires forts en symbole, stratégiques peut-être aussi pour l'armée ukrainienne. Tout est symbole quand vous êtes dans l'initiative et que c'est vous qui avancez. Tout est symbolique, y compris les villes comme, je suppose, Lysychansk quand ils reprendront ou Severodonetsk, vous voyez. Je pense que les Ukrainiens nous préparent une autre surprise parce que je suis frappé de leur silence depuis 2 ou 3 semaines, en réalité. En dehors de dire « nous continuons à avancer ». Et là, vous avez cité le chiffre « nous avons repris 90 villages ». Oui, il y a 2 jours, ils disaient « nous avons repris 88 villages ». Et il y a 5 jours, ils disaient « nous avons repris 85 villages ». Vous voyez donc, ce n'est pas 85 depuis le dernier décompte. Comment est-ce que vous analysez cette absence de communication ou cette retenue, je dirais, dans la communication? Je pense qu'ils laissent les Russes s'enferrer dans Kherson, faire durer le plaisir à Kherson, et qu'ils préparent autre chose. Je préfère ne pas dire ce à quoi je pense, mais je pense qu'ils préparent autre chose. Ils ont une masse de manœuvres supérieure maintenant, face à une armée russe qui est incapable de réaction. Elle peut prendre des coups et attendre, mais elle ne contre-attaque plus. Le commandant des forces russes en Ukraine a reconnu hier que la situation était tendue pour ses troupes. On a appris aussi que Vladimir Poutine va réunir un conseil de coordination des forces armées qui est une nouvelle entité. Il y a quoi? Un besoin de se recentrer, de repositionner éventuellement des forces sur certains théâtres d'opération? Un conseil de coordination, le président Poutine ne passe pas pour être un homme de consultation, soit dit en passant. Donc il a créé un nouveau conseil, peut-être, oui. C'est vide de sens. Un nouveau conseil, ok. C'est de la communication ou c'est de l'affichage? C'est donner l'impression qu'il fait des choses, etc. Mais depuis 20 ans, le président Poutine n'a pas donné l'impression que c'était quelqu'un qui vivait dans la coordination et la consultation. Il ne s'est quand même pas réveillé avant-hier. Donc, bon, bref, pour moi, c'est une fausse nouvelle.
On a appris aussi la nomination d'un nouveau commandant des troupes russes en Ukraine, Sergueï Sourovikine. On le présente comme un homme qui n'a pas de limite. Là aussi, c'est un signal qui peut être inquiétant pour l'Ukraine dans les prochaines semaines, s'il y a effectivement une opération qui se prépare. Alors, Sourovikine, je suppose qu'il appartient à cette génération d'officiers humiliés en 90, quand ils ont dû quitter l'Allemagne, et qui s'est refait une santé morale en bombardant des civils sans défense en Syrie. Je rappelle, c'est quand même le 3e général. Parce qu'il y a eu Dvornikov, vous vous souvenez de Dvornikov en avril, présenté à l'époque comme le boucher d'Alep, un gars qui allait jusqu'au bout et tout. Au bout de 7 semaines, le Dvornikov, il a disparu. Plus personne n'a entendu parler de Dvornikov. Il a été remplacé par un autre général qui s'appelait Zhidko. Qui a connu Zhidko? Personne. Sûrement un autre boucher d'Alep, si vous voulez. Et donc maintenant, c'est Sourovikine. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous? Qu'est-ce que vous soulignez avec cette succession de... C'est que dans la propagande russe, propagande interne, on présente ces généraux comme... Alors lui, il est sans limite. Sous-entendu, on a été gentil jusqu'à présent, et c'est pour ça qu'on n'a pas encore gagné. Et donc maintenant, on va en faire un qui va faire la guerre à fond, et lui, il va gagner. Bon, alors il y a quand même 2 choses à dire. La première, c'est qu'il n'a pas plus de moyens que ses prédécesseurs, bien au contraire. Donc il n'y a pas de raison qu'il gagne plus aujourd'hui que son prédécesseur. Ce n'est pas une question de moyens. Et puis ensuite, il le présente comme un commandeur. Mais dans l'esprit de Poutine, un commandeur, il a autant d'autonomie que... Enfin, le général Sourovikine, il a autant d'autonomie que le poisson rouge dans son bocal. Voilà, c'est un poisson rouge dans un bocal et on a mis dessus « Général boucher de Syrie ». Et il tourne dans son bocal en faisant semblant qu'il commande. Voilà, je crois, la vérité du commandement à la russe. C'est Poutine qui tire les ficelles. Dans votre livre que vous avez écrit, Tactique Théorie, aux éditions Economica, vous écrivez « L'initiative est la condition essentielle de la victoire ». Là, on voit, depuis quelques minutes, on en parle de cette offensive ukrainienne. On peut entreapercevoir, selon vous, même si vous n'aimez pas faire de pronostics, une victoire au bout? Alors, je ne vais pas dire victoire, mais ce qui est clair, c'est que ce sont les Ukrainiens qui ont l'initiative. Je veux dire par là, c'est eux qui décident où ils vont distribuer les prochaines baffes. C'est ça l'initiative. Les Russes sont dans l'attente. Oui, vous parlez de coups directs où l'assaillant joue de sa supériorité et des fautes provoquées où il joue l'erreur du défenseur. Voilà, ça a été le cas quand ils ont joué Kherson pour aller attaquer au nord. Première surprise pour les Russes. Maintenant, ils se reportent sur Kherson alors que les Russes avaient peut-être pu penser qu'ils avaient un petit peu oublié. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un autre coup en gestation. Alors, quand je vous ai présenté ce matin, j'ai dit que vous étiez vice-chef d'état-major du commandement suprême interallié de l'OTAN. Justement, je voulais revenir avec vous ce matin sur une opération, une manœuvre de l'OTAN avec des Eurofighters italiens, des MiG-29 polonais, des F-22 américains qui ont survolé ces dernières heures la Pologne dans le cadre de la mission Air Shielding de l'OTAN. Que faut-il comprendre de cette manœuvre? Est-ce que c'est une posture défensive de l'organisation? Depuis le début, l'OTAN prend une posture défensive. Elle a renforcé ce qu'on appelle le flanc Est assez considérablement. La France y participe lourdement d'ailleurs en Roumanie, avec des moyens qui pour nous sont lourds, rares et chers. Donc il y a un gros effort de rassurer le flanc Est au sens... la guerre continue en Ukraine, elle ne débordera pas la frontière, si vous voulez. Oui, parce que quand on parle de cet avion américain, il s'agit du F-22 Raptor, oui. On parle d'un avion de 5e génération. Éclairez-nous. C'est le premier avion de cette génération-là. C'est un intercepteur, un avion de supériorité aérienne, ce que n'est pas le F-35. Qu'ils vendent. Le F-22, ils ne le vendent pas. D'ailleurs, il y a une raison aussi, c'est qu'ils ont arrêté de le produire. Mais le F-22 est le top du top de l'intercepteur, de l'avion de supériorité aérienne. On parle d'un avion furtif. Alors, la furtivité, ouais. La furtivité est un moment dans l'histoire, en réalité. La furtivité, c'est la capacité à ne pas être vu par l'adversaire. En gros, signature radar la réduite, signature radar est très très réduite. Pour donner un ordre de grandeur, on compte la signature radar
d'un avion en équivalent surface métal face à vous, si vous voulez. Donc à 90 degrés, parfaitement perpendiculaire. Et donc on compte en mètres carrés, si vous voulez. Bon, pour donner un ordre de grandeur, ce sont des données qui sont peut-être pas officielles, mais qui sont accessibles en gros dans la presse spécialisée. Le Mirage 2000, un très bel avion, français, ou le F-16, son équivalent, ont une surface équivalent radar d'environ 1 mètre carré. Je veux dire par là que face à un radar, ils ont la même réflexion radar qu'un panneau de métal d'1 mètre carré. Tout petit. C'est pas si grand que ça. Bon, le Rafale, c'est l'équivalent d'un ballon de foot. Et le F-22, c'est l'équivalent d'une balle de golf. Donc alors, il est presque invisible. Presque invisible. Je veux dire par là, il est visible à la portée à laquelle un radar repérerait une balle de golf métallique. Et donc il est visible de beaucoup plus tard. Mais il est visible face à un radar. S'il évolue, c'est différent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, il est pas visible face à certaines gammes de radars. Et donc, il est visible face aux autres. Et surtout, ces avions, s'ils émettent, ils sont vus. Donc, en fait, quand on dit cet avion est furtif, le F-22 ou le F-35, ça veut dire que non seulement ils ne parlent pas à la radio, mais qu'en plus, leur radar est éteint. Donc, ils sont en mesure, ces avions, d'abattre des cibles et plusieurs cibles simultanément au-delà de la portée visuelle avant d'être détectés par l'adversaire. On comprend du coup l'objectif, peut-être d'affichage de la part de l'autre. Ouais, alors, ils sont invisibles s'ils sont dans un environnement, au sens si le radar est un autre. Voilà. Venons-en au sujet maintenant qui peut légitimement tous nous inquiéter, l'utilisation de l'arme nucléaire, la bombe sale. Est-ce qu'on assiste à une escalade dans le conflit avec l'utilisation potentielle d'une bombe sale? En tous les cas, c'est ce que l'on peut penser, si l'on se fie aux dernières déclarations venant de Moscou. Oui, et là, j'avoue que c'est plausible. Autant la bombe nucléaire, la frappe nucléaire avec la vraie explosion nucléaire présentée par les Russes, et ils se sont calmés, autant j'y croyais pas, parce que c'était pour moi peu probable. Autant la bombe sale ou l'explosion sale dispersant beaucoup de produits nucléaires, irradiants, si vous voulez, oui, parce ou des produits chimiques aussi. Voilà, il faut expliquer un peu ce qu'est ce dispositif. C'est pas une explosion nucléaire. Il combine à la fois un explosif conventionnel, de la dynamite par exemple, et du matériau radioactif. Oui, il disperse du produit radioactif. Donc il y a plusieurs types de produits radioactifs, mais en gros, le but de la manœuvre, et pourquoi on dit sale, c'est que ça va rendre un secteur, une zone donnée inhabitable à l'humanité pour, je ne sais pas moi, les prochains 147 822 ans. Oui, ce qui est absolument effrayant. Alors la Russie dit avoir des informations sur des contacts entre le cabinet de Volodymyr Zelensky et des représentants britanniques afin d'obtenir cette technologie. Ça veut dire que ce n'est pas si simple, et on le comprend, à fabriquer cette arme. Au contraire, c'est tout bête. Vous récupérez un tonneau de déchets nucléaires graves, vous mettez dedans un explosif et vous faites péter. C'est pas de la haute technologie, ça. Alors, il y a la manipulation jusqu'à l'arrivée sur site de la bombe que vous voulez faire exploser, parce que si vous allez disperser du produit, tant qu'il n'est pas dispersé, il irradie quand même. Donc, je veux dire, il faut le tenir avec des gants, vous voyez. Mais en dehors de ça, technologiquement, c'est pas du tout compliqué. C'est pas comme une explosion nucléaire qui est très complexe à l'effet de masse critique et de réaction en chaîne, et en réalité, techniquement, très complexe à obtenir. Voilà, et la déclaration ces dernières heures de Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui a estimé, concernant l'utilisation d'armes nucléaires, que l'Union européenne rejetait bien toute forme d'escalade et considère une telle menace de la part de la Russie comme hautement irresponsable, parce que si la Russie avance cet argument, on se dit que la Russie peut préparer un coup aussi par derrière. Oui, et la Russie est habituée de ce genre de ce que les Américains appellent le false flag, le faux drapeau, l'attaque inversée. Le 30 novembre 1939, la guerre d'hiver entre l'Union soviétique et la Finlande, suite au refus par les Finlandais d'accepter les conditions de Staline, a commencé par un bombardement d'artillerie sur les troupes frontières
soviétique. Et donc les soviétiques ont dit, les Finlandais nous agressent, donc on riposte. Et ils ont envahi la Finlande. Les Finlandais ont pu apporter la preuve qu'ils n'avaient pas d'artillerie à portée de l'endroit qui avait été bombardé par les soviétiques. En d'autres termes, l'armée de Staline avait bombardé ses propres soldats volontairement, comme une sorte de sabotage, pour pouvoir dire les Finlandais nous attaquent. Donc, ils ont quand même un vécu, les Russes, dans ce genre de entre guillemets, de plaisanterie historique. Donc là, tout le monde leur dit, nous ne sommes pas dupes. Oui, c'est une guerre en quelque sorte de communication. Je voulais aborder avec vous aussi ce matin ce qui a fait la une du quotidien Le Monde, dans son édition du week-end, cette guerre hybride qui vise l'Europe. Là, on ne parle plus du territoire ukrainien, mais bien du continent européen. On parle parfois, quand on parle de guerre hybride, de guerre dans la guerre. Expliquez-nous. Alors, c'est une forme de guerre en dessous ou à côté de la guerre de chars, d'artillerie, la guerre classique, conventionnelle, entre guillemets, la guerre de papa. On peut voir sur les terrains d'opération. Alors, la guerre hybride, c'est la guerre avec tous les autres moyens de se faire la guerre sans franchir le seuil de l'opération militaire, caractérisée, si vous voulez. L'exemple, c'est par exemple l'explosion du gazoduc Nord Stream, c'est la rupture de câbles sous-marins. Voilà. C'est les campagnes de désinformation, c'est des attaques contre les réseaux bancaires. Donc les cyberattaques, voilà. L'espionnage aussi, c'est ça la guerre hybride. Mais plus on parle de la guerre hybride en disant c'est ça, c'est les sanctions économiques par exemple. C'est une forme de guerre hybride. C'est les sanctions secondaires qu'appliquent les Américains. C'est une forme de guerre hybride. Et en réalité, pour les Russes, c'est pas la guerre, c'est la vie. Vous savez, Clausewitz a dit la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et je crois que c'est Engels qui a dit la paix est la continuation de la guerre par d'autres moyens. La paix est la continuation de la guerre par d'autres moyens. C'est-à-dire, nous croyons en paix, en réalité, la guerre contre nous continue. Une guerre idéologique, une guerre de positionnement, de puissance. Elle continue. Mais les Russes disent, mais l'Occident, c'est ce que vous nous faites tous les jours. Avec vos ONG bien pensantes, avec votre recrutement des élites, avec vos tentatives de déstabilisation. Donc pour un Russe, la guerre hybride, c'est en dessous de la guerre, mais c'est la vie, c'est ça les relations internationales. Ouais. Donc peut-être un conflit moins visible a priori, mais qui peut faire beaucoup de dégâts et beaucoup de mal. Je voulais justement évoquer aussi avec vous ce matin ce qu'il se passe dans les fonds marins, avec, on en parlait tout à l'heure, des attaques visant des câbles sous-marins, et on sait combien ces câbles sont importants pour les liaisons, Internet notamment. En France, il y a un projet qui s'appelle le projet Proteus, développé par la Marine nationale française, avec la capacité de déployer des drones sous-marins. On connaît les drones aériens, on en a vu d'ailleurs déployés sur le théâtre ukrainien. Les drones sous-marins, qu'est-ce que c'est? Alors, les drones sous-marins, ça existe depuis une vingtaine d'années. Il y a des pays qui, depuis 20 ans, ont développé des drones. Alors, les ont-ils déployés au sens en ont-ils acheté beaucoup? Ont-ils conçu une manœuvre sous-marine liée aux drones? On ne sait pas. Mais à la différence du drone aérien... C'est un mini sous-marin? C'est un petit sous-marin sans personne à bord. Ce qui ne veut pas dire qu'il est non piloté, au sens il a généralement... Par exemple, les Anglais ont travaillé depuis des années sur des drones sous-marins patrouilleurs, c'est-à-dire ils se mettent en essaim et ils tournent autour d'une zone à protéger, ce qui fait que si un objectif... Comme un satellite, éventuellement, qui observe. Et à la différence du drone aérien, le drone sous-marin ne retombe pas. Par structure, il a une durée de vie très longue. Il y a des drones sous-marins qui remontent à la surface, se recharger leur batterie et qui après peuvent redescendre pour des semaines. Est-ce que la France est en retard? On sait que les façades maritimes de la France sont immenses, avec notamment ses territoires outre-mer. Est-ce que la France, là, n'a pas un peu de retard? J'aurais tendance à dire, pour un pays qui a le deuxième espace maritime mondial, loin devant les autres,
juste derrière l'Amérique, bah, j'aurais pensé qu'on aurait la deuxième flotte de drones sous-marins du monde. On n'y est pas encore, voilà. Mais avec un peu de chance, on y sera un jour. Et c'est peut-être ce projet, donc le projet Proteus, qui pourrait mettre à niveau en quelque sorte la marine nationale française. Un mot quand même sur la guerre de l'énergie, avec ces dernières attaques qui visent ces centrales hydroélectriques, ces centrales électriques. La guerre de l'énergie, c'est aussi clé dans ce conflit. Alors, ça ne changera pas l'issue du conflit, sûrement pas. Mais elle est menée assez efficacement, faut reconnaître. Hein, les Russes, grâce à ces moyens achetés aux Iraniens, vous voyez, donc la Russie maintenant même si l'Iran va mendier en Iran. C'est quand même pour dire si cette puissance est quand même en voie de déclassement. Vous voyez, quand vous êtes débiteur de l'Iran pour une capacité qui leur permet de faire un troisième round dans cette guerre, c'est que fondamentalement, votre puissance est fragile. Voilà. Mais pour l'instant, cette campagne de frappe, semble-t-il, d'un point de vue russe, se passe très bien. Avec la Russie qui promet un hiver particulièrement rigoureux pour les Ukrainiens qui peuvent s'attendre à des conditions de vie particulièrement difficiles. C'est sans doute vrai, mais l'hiver sera encore plus vigoureux pour les pauvres soldats russes sur le front qui n'ont pas demandé à être là, qui n'ont pas de duvet, qui n'ont pas avec un commandement en dessous de tout. Donc, pour qui l'hiver sera-t-il le plus dur? Ça peut se débattre. Merci, Général Michel Yakovlev, d'être venu sur le plateau d'LCI ce matin.